Je m'appelle Delphine Aumont, j'ai 31 ans, et 6 semaines avant la fin de cette histoire, j'étais assise par terre dans la cuisine de mon appartement parisien, à 20 heures passées, le dos calé contre le meuble sous l'évier, un ticket de loto tenu à 2 mains, en train d'essayer de me rappeler comment on respire normalement. J'avais gagné 1 400 000 €, et ma toute première pensée, avant la joie, avant l'incrédulité, avant quoi que ce soit de raisonnable, c'était « je ne leur dis rien ». Je vous demande de tenir ça une seconde, parce que cette décision-là, cette décision silencieuse, automatique, presque instinctive, de garder ça pour moi, c'est ça, le vrai sujet de cette histoire. Pas l'argent. L'argent, c'est juste la chose qui a finalement rendu la vérité impossible à regarder ailleurs. La vérité, c'est que j'avais une famille, une mère, une sœur, toute une histoire dans une maison de Clermont-Ferrand. Et quelque part un chemin, si progressivement que je ne l'avais presque pas vu se produire. J'avais cessé d'être une personne dans cette famille pour devenir une commodité. Celle qui comprenait toujours, celle qui s'adaptait toujours, celle qu'on pouvait déplacer dans le planning parce qu'elle ne faisait jamais d'histoire. J'avais gagné plus d'1 million d'euros, et mon premier réflexe avait été de le cacher à ma propre mère. Ça devrait tout vous dire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous avant qu'on aille plus loin. Cette histoire a beaucoup de niveaux et je ne veux pas que vous en manquiez un seul. D'où vous regardez? Dites-le moi en commentaire maintenant. Quelle heure il est? Depuis quelle ville? Depuis quel pays? J'aime vraiment savoir. Et si quelque chose dans ces premières minutes vous a déjà touché quelque chose, si vous avez déjà gardé un secret, non pas parce que vous en aviez honte, mais parce que vous saviez exactement ce qui se passerait si certaines personnes l'apprenaient, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui comprendra. Maintenant, laissez-moi revenir au début. J'ai grandi dans un pavillon de la rue des Mûriers, dans le quartier Montferrand, à Clermont-Ferrand. Le côté est de la ville, les immeubles en pierre de lave noire, les volcans en fond de décor par temps clair. Mon père, Bernard, était technicien de maintenance chez Michelin. Des horaires postés, des journées de 12 heures en rotation, le genre de rythme qui rend un homme silencieux et fatigué d'une façon particulière, qui n'a rien à voir avec vous, mais qui se ressent comme votre faute quand vous êtes petite. Ma mère Geneviève gérait tout le reste. La maison, le calendrier, la température émotionnelle de la famille. Elle était capable et organisée. Elle nous gouvernait tous. Elle-même, mon père, moi, ma sœur cadette Céline, avec une efficacité qui laissait peu de place au désordre. Le désordre, c'était surtout moi. Pas de façon évidente. Je n'étais pas une enfant à problème. Je ne faisais pas de crise. Je n'avais pas de mauvaises notes. Je ne me retrouvais pas dans des situations compliquées. Mon désordre à moi était plus silencieux. J'avais de bons résultats. Je rangeais ma chambre. Je ne m'imposais pas. Mais je crois que ce calme que j'avais, cette façon de me contenir, ça se lisait chez ma mère comme de l'indépendance, alors que c'était simplement une toute petite fille qui avait compris, très tôt, qu'avoir des besoins était une affaire compliquée dans notre maison. Céline, c'était différent. Céline était plus douce, plus jolie d'une façon que ma mère savait comment fêter. Elle pleurait facilement, riait fort, demandait des choses à voix haute. Et ma mère savait quoi faire avec ça. Elle accompagnait Céline à la danse. Elle s'asseyait au premier rang à chaque spectacle. Elle appelait l'institutrice quand Céline avait une note qu'elle jugeait injuste. Je ne dis pas que ma mère était cruelle. Je tiens à être vraiment claire là-dessus. Elle ne l'était pas. Elle ne m'a jamais dit une chose méchante de toute ma vie. Mais il existe un type de tort particulier qui ne s'annonce pas, qui ne laisse pas de bleu qu'on peut montrer. Il communique juste, tranquillement, régulièrement, qu'il y a une hiérarchie ici, que vous n'êtes pas en haut, et que c'est simplement comme ça. J'avais 9 ans la première fois que je l'ai compris. Pas consciemment, je n'avais pas encore les mots pour ça, mais je l'ai ressenti. J'avais remporté le concours de rédaction de mon école primaire. Premier prix. Un diplôme roulé dans un tube en carton et 20 € en bon d'achat à la librairie, et j'étais rentrée cet après-midi-là
en ayant l'impression d'avoir grandi de 10 centimètres. J'avais posé le diplôme sur la table de la cuisine où tout le monde pouvait le voir. Ma mère était au téléphone. Elle avait couvert le combiné avec sa main, avait regardé le diplôme, avait dit « C'est bien ma chérie » et était retournée à sa conversation. Mon père l'avait vu ce soir-là et avait dit « C'est bien » sans le toucher. 3 jours plus tard, le diplôme avait disparu dans un tiroir. Si vous avez jamais été l'enfant de votre famille dont on attendait qu'elle comprenne, celle à qui on ne demandait jamais si elle allait bien parce que tout le monde supposait que oui, je crois que vous savez déjà où cette histoire va. Et si c'est vous, je veux vous dire quelque chose maintenant. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Parce que la suite, elle compte. Maintenant, laissez-moi continuer. Je ne me suis pas effondrée en devenant adulte. Je veux être claire sur ça aussi. J'ai eu mon baccalauréat avec mention bien. J'ai fait une licence de gestion à Clermont, puis un master de comptabilité contrôle audit à l'IAE de Lyon, financé à moitié par une bourse sur critères sociaux, à moitié par un travail de caissière le week-end dans un Leclerc de Villeurbanne. J'ai choisi la comptabilité parce que j'étais précise avec les chiffres et parce que je savais, au fond des os, que la seule indépendance sur laquelle je pouvais vraiment compter, c'était celle que je construirais moi-même. J'avais eu mon master avec la mention. Personne de ma famille n'était venu à la remise des diplômes. Céline avait un tournoi de volley ce week-end-là. Je n'en avais pas fait une scène. J'avais pris des photos avec 2 filles de ma promo, et j'étais rentrée dans mon appartement, et j'avais commandé une pizza, et regardé la télé, et je m'étais dit que c'était bien. Et peut-être que si ça n'avait été qu'une fois, ça l'aurait été. Mais ce n'était pas qu'une fois, c'était une dans une longue série silencieuse, chacune assez petite pour être balayée seule, chacune ajoutant quelque chose à un poids que je ne savais pas encore nommer, mais que je portais partout. J'avais déménagé à Paris 3 ans auparavant pour un poste chez Axiom Fret Solutions, une PME de logistique internationale dans le 17e arrondissement. Contrôleuse de gestion. C'était un bon poste, un bon salaire pour où j'en étais, une nouvelle ville, un nouveau départ. Et c'était là que j'avais rencontré Amara. Amara Diallo était analyste financière senior. Elle était assise 2 bureaux plus loin que moi, et c'était le genre de personne qui vous dit la vérité avant que vous ayez fini de poser la question. Elle apportait à manger fait maison au bureau tous les jeudis, parce qu'elle disait que les options de la salle de repos étaient un problème de santé publique. Elle posait des questions sur ma famille, avec cette attention précise des gens qui écoutent vraiment la réponse. Et quand je lui donnais la version de surface, la version « Oh, on n'est pas très proche, c'est bon », elle m'avait regardé une seconde et avait dit « Il y a beaucoup de « c'est bon » dans une seule phrase. » J'avais ri et j'étais passée à autre chose. Elle avait rangé ça dans un coin. C'était ça, Amara. Elle rangeait les choses. Pas de façon intrusive, pas d'une façon qui vous donnait l'impression d'être observée. Juste, elle se souvenait. Et au bout de 3 ans, c'était la seule personne à qui je disais les choses à plein volume. L'appel de ma mère était arrivé un jeudi soir de fin novembre. J'étais sur mon canapé avec mon ordinateur ouvert, en train de relire un rapport trimestriel, quand son prénom avait illuminé mon téléphone. J'avais décroché à la 2e sonnerie. Elle avait cette texture particulière dans la voix, celle que j'avais appris à reconnaître en 31 ans, celle qui signifiait qu'elle avait déjà décidé que quelque chose était raisonnable, et qu'elle était maintenant en train de me l'annoncer. « Ma chérie, je voulais t'appeler avant que tu fasses des projets pour Noël. » Elle avait déjà dépassé le moment des nouvelles. « On va avoir du monde cette année. Céline amène Mathieu, et ses parents viennent de Vichy pour le rencontrer. Tu te rends compte? Je crois que c'est sérieux. C'est tellement bien. » J'avais dit « C'est super » dans l'espace qu'elle avait laissé. Et donc, comme on n'a que 2 chambres d'amis, et que les parents de Mathieu ont besoin d'une, et que Céline et Mathieu prendront l'autre, ma chérie, je crois que ce serait plus simple que tu ne rentres pas cette année. Tu es toujours tellement compréhensive avec ces choses-là. Je savais que tu comprendrais. La ligne était devenue silencieuse. Je savais que tu comprendrais, avait-elle répété.
remplissant le silence avec 31 ans d'hypothèses. Bien sûr, maman, dis-je, je comprends. On avait parlé encore 4 minutes de rien. L'école de Céline, la météo, si la vieille voiture de papa méritait encore une réparation. Et quand j'avais raccroché, j'étais restée sur mon canapé avec le téléphone dans les mains, et j'avais ressenti quelque chose que j'avais déjà ressenti, exactement la même chose qu'à 9 ans, debout dans la cuisine, avec un diplôme roulé dans un tube, en train de regarder ma mère retourner à son téléphone. La différence, c'est que cette fois, j'avais 1 400 000 € de preuves que j'avais dépassé l'histoire qu'il racontait sur moi. Et je n'en avais pas dit un seul mot. La chose étrange avec un secret de cette taille, c'est qu'il ne se ressent pas comme vous l'imagineriez. Les gens se figurent que ce genre d'argent est bruyant, quelque chose d'électrique, d'agité, qui bourdonne sous la peau et vous donne envie de bouger, de dépenser, de le dire à quelqu'un, de faire quelque chose. Et peut-être que pour certains c'est ça. Mais pour moi, pendant ces 6 premières semaines, c'était le silence le plus complet que j'ai jamais connu de toute ma vie. J'allais au travail. Je faisais mon café chaque matin dans la même cafetière à piston que j'avais depuis Lyon, celle avec la poignée fissurée que j'avais recollée 2 fois et que je refusais de remplacer. Je prenais le même trajet jusqu'au bureau. Je déjeunais avec Amara le mardi et le jeudi. Je rentrais. Je relisais les documents que maître Ferraud m'envoyait, un notaire précis et tranquille, spécialisé en gestion de patrimoine, qui facturait ses honoraires sans s'en excuser et qui me donnait, pour la première fois, l'impression que la rigueur travaillait enfin dans mon sens. Et je regardais l'argent s'installer dans des structures qui le protégeraient, comme on installe un enfant qui dort dans une position dont il ne roulera pas. Personne ne savait. Et la chose étrange, c'est que je ne me sentais pas malhonnête. Je me sentais, et j'y ai beaucoup réfléchi depuis, je me sentais enfin en position de choix réel. Chaque décision que j'avais prise dans ma famille depuis aussi loin que je m'en souvienne avait été prise depuis un endroit où j'essayais de gagner quelque chose. De l'approbation, de la visibilité, une place à la table. C'était la première fois de ma vie que je prenais une décision pour aucune autre raison que parce qu'elle me semblait juste. Pas pour gérer qui que ce soit, pas pour éviter un conflit. Juste, c'est ce que je fais, et je le fais parce que j'en ai décidé ainsi. Ma mère avait appelé un jeudi. Le mardi suivant, Amara avait remarqué que quelque chose avait changé. Elle n'avait rien dit tout de suite. C'était sa compétence particulière. Elle pouvait sentir quand on portait quelque chose de lourd, et elle vous laissait l'espace de le poser vous-même, plutôt que d'essayer de vous le prendre des mains. On était dans notre café habituel, à 3 rues du bureau, un endroit dans le 17e avec des banquettes en sky bordeaux et un comptoir en zinc qui avait vu passer la moitié du quartier depuis 40 ans. J'étais à mi-chemin de mon jambon beurre, et elle me regardait avec cette façon qu'elle avait de regarder quand elle rangeait quelque chose. « Ta mère a appelé, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je posais mon sandwich. Comment tu sais? Tu fais un truc où tu tiens ta tasse à café à 2 mains sans la boire quand quelque chose te tracasse. Elle désigna ma tasse. Ça fait 8 minutes. Je baissai les yeux. Elle avait raison. Je lui racontai l'appel de Noël. Sans dramatiser, juste les faits bruts. Les chambres d'amis, les parents de Mathieu qui venaient de Vichy, la logique soigneuse et pratique que ma mère avait utilisée pour me dire que je ne tenais pas dans les fêtes de ma propre famille. Et Amara avait écouté sans m'interrompre, ce qui n'était vraiment pas dans ses habitudes naturelles, et quand j'avais terminé, elle avait posé sa fourchette très délibérément, et elle avait dit « Delphine, c'est la 3e fois en 2 ans qu'elle fait une version de ça. » Je sais. Le réveillon de l'an dernier, où tu avais pris le train 4 heures et tu avais dormi dans le canapé-lit du salon parce que la chambre d'amis était occupée par les affaires de Céline. Je sais. Et le dîner d'anniversaire où elle avait oublié de te dire que le restaurant avait changé jusqu'à ce que tu sois déjà debout devant le mauvais. Amara, je compte. Elle me regarda sans ciller. Parce que quelqu'un devrait le faire. J'ai repensé à cette phrase plus de fois que je ne pourrais le dire.
parce que quelqu'un devrait le faire. 3 mots qui nommaient exactement ce qui avait manqué toute ma vie dans cette famille. Pas de grands gestes, pas d'excuses. Juste, quelqu'un qui fait attention de près, vraiment, et qui s'en souvient. Je regardais mon jambon beurre. Je regardais ma tasse, toujours tenue à 2 mains. Et puis je le dis. J'ai gagné au loto. Le café continua à faire ce que font les cafés. La dame à la table derrière nous renversa quelque chose. La radio continuait au-dessus du comptoir. Amara ne bougea pas. Quoi? Dit-elle. Il y a 6 semaines, l'euro-million, 1 400 000 € net. Elle me fixa. Je la regardais traiter l'information en temps réel, l'incrédulité, puis l'arithmétique, puis autre chose, quelque chose de plus lent et de plus précis qui traversait son visage. Vous avez déjà vécu un moment où quelqu'un que vous aimez dit enfin quelque chose à voix haute et vous réalisez que vous attendiez qu'il le dise, pas parce que vous saviez ce que ce serait, mais parce que vous sentiez la forme de ce qu'il portait? C'est ce que j'ai vu sur le visage d'Amara à ce moment-là. Pas la stupéfaction face à l'argent, la reconnaissance de quelque chose d'autre, entièrement. Évidemment que tu ne leur as rien dit, dit-elle, doucement, pas comme un jugement, comme une conclusion à laquelle elle était arrivée par pure logique. Évidemment. Et je veux vous poser une question maintenant, parce que c'est cette partie de l'histoire à laquelle je repense plus qu'à tout autre. Je suis là à vous parler d'une mère qui a dit à sa fille de ne pas rentrer à Noël, d'une sœur qui n'y a pas pensé à 2 fois, et d'une femme qui a gagné près d'1,5 million d'euros et l'a gardé pour elle pendant 6 semaines parce qu'elle savait déjà, à un niveau en dessous de la pensée consciente, que les gens qui étaient censés se réjouir avec elle trouveraient un moyen de faire de ça aussi une affaire qui les concernait eux. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose de bien à quelqu'un qui était censé vous aimer, pas par cruauté, mais par pure autoprotection, parce que vous saviez déjà dans votre corps ce que leur réaction vous coûterait? Mettez ça en commentaire. Je les lis vraiment tous, et je crois que c'est la question qui est en dessous de toute cette histoire. Je lui dis tout. Maître Ferraud, les structures patrimoniales, les 6 semaines de silence total, et elle écoutait avec les bras croisés sur la table, et son repas qui refroidissait. Et quand j'eus terminé, elle dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'avais tourné cette question dans tous les sens depuis le jeudi où ma mère avait appelé. Je l'avais retournée pendant tous les trajets que j'avais fait seule dans Paris, le téléphone posé face contre la cuisse sur le siège du métro. Je l'avais tenue à la lumière sous tous les angles que je pouvais trouver. Et j'étais arrivée, lentement et sans drame, à quelque chose qui ressemblait moins à une décision qu'à une reconnaissance. « Je vais passer Noël seule, dis-je, exactement comme elle me l'a suggéré. Et ensuite, je vais commencer à construire la vie que je veux vraiment, sans demander la permission à personne. » Amara hocha la tête lentement. « Et quand ils apprendront l'existence de l'argent ? » « Je ne sais pas, dis-je. Mais ce ne sera pas parce que je le leur aurai dit. Je le pensais vraiment. Je n'essayais pas de tendre un piège. Je ne construisais pas une révélation mise en scène. Je ne savais genuinement pas ce qui allait se passer. Et pour la première fois de ma vie, j'étais à l'aise avec cette incertitude. Parce que quoi qu'il arrive ensuite, j'allais y être debout en tant que moi-même. Pas la Delphine qui comprend toujours, pas la Delphine qui s'adapte toujours. Moi, dans la vie que je construisais tranquillement et soigneusement autour de la vérité de qui j'étais vraiment. Noël arriva et passa. Et je veux vous dire comment c'était vraiment, parce que je crois que ça compte. Je me réveillai à 8h15, plus tard que d'habitude, et je fis un vrai petit déjeuner. Des œufs avec trop de beurre, du pain de campagne grillé, du café dans la cafetière à piston fissuré. Je fis une longue marche dans mon quartier et regardai la ville faire sa version particulière d'un matin calme, ce qui, dans le 11e arrondissement, signifiait 60% des commerces fermés, une lumière d'hiver pâle et dorée sur les façades en pierre, et un homme qui promenait un chien de la taille d'un veau 2 rues devant moi. J'appelai en vidéo une amie d'enfance installée à Bordeaux,
qui avait le don particulier de vous faire sentir que ce que vous faisiez était exactement ce qu'il fallait faire. Je commandai à dîner un plateau de fromage et une bouteille de vin naturel dans une cave du quartier. Je regardai un film choisi entièrement pour moi et m'endormis sur le canapé avant la fin. Pas de canapé-lit dans le salon d'une maison où je me sentais de trop. Pas de silence géré autour d'un repas. Pas de regarder Céline déballer ses cadeaux pendant que ma mère narrait son enthousiasme. Pas d'être assise à la table de la maison où j'avais grandi en me sentant comme une invitée qui s'est attardée trop longtemps. Juste moi. Dans mon appartement. Occupant exactement l'espace que j'avais. Et puis Céline appela. C'était 3 jours après Noël, et sa voix avait une texture que je ne reconnus pas tout de suite, parce que je ne l'avais jamais entendue avant. De l'incertitude. Une vraie incertitude non jouée. Pas celle où on sait déjà ce qu'on veut et on navigue vers ça, mais celle qui vient de se trouver au bord de quelque chose pour lequel on n'a pas de carte. Elle fit de la conversation pendant environ 4 minutes. Je la laissai faire. Et puis elle dit « J'ai entendu quelque chose ». Elle avait une amie, Stéphanie Renard, qui travaillait dans une étude notariale de la région clermontoise, et Stéphanie avait entendu quelque chose par une relation professionnelle liée au cabinet de Maître Féraud à Paris, et ce quelque chose concernait une gagnante du loto basée à Paris, qui avait mis en place une structure patrimoniale via un notaire, et le nom de famille attaché à ce dossier était le mien. Delphine. Sa voix était descendue à presque un murmure. C'est vrai? La ligne entre nous était très silencieuse. Je pouvais sentir toutes les versions possibles de cette conversation s'étaler devant moi comme une carte. Je pouvais esquiver. Je pouvais confirmer. Je pouvais jouer la surprise. Je pouvais me mettre en colère. Je pouvais faire ce que j'avais toujours fait. Gérer, adoucir, rendre ça plus facile à digérer pour quelqu'un d'autre. À la place, je dis quelque chose que je n'avais jamais dit à ma sœur en 31 ans d'être sa sœur aînée. Je crois, dis-je, lentement et clairement, que tu ferais mieux de t'inquiéter moins de ce que Stéphanie Renard a entendu dans une étude notariale. Et plus de pourquoi il t'a fallu entendre ça, avant de m'appeler pour me demander si j'allais bien. Le silence qui suivit fut le plus long que Céline ait jamais tenu avec moi. Et je la laissai dedans. Céline ne raccrocha pas. C'était la première chose que je remarquai. Elle ne se réfugia pas dans une excuse, elle ne pivota pas vers Stéphanie Renard, elle ne trouva pas une raison pratique de mettre fin à l'appel. Elle resta simplement là, dans ce silence. Et je pouvais l'entendre respirer au bout du fil, légèrement irrégulièrement, et je reconnus cette respiration parce que je l'avais entendue une fois avant, des années plus tôt, quand elle avait 19 ans et qu'elle s'effondrait à l'université, et que toute la famille s'était réorganisée autour d'elle pendant 6 mois. La différence, c'est que cette fois, personne n'avait appelé pour se réorganiser autour de moi. On resta au téléphone pendant presque 40 minutes. Pas une confrontation, quelque chose de plus silencieux et de plus étrange que ça. Elle me posa des questions que personne dans ma famille ne m'avait jamais posées. Pas sur l'argent, sur moi. Comment Noël s'était vraiment passé, si j'allais bien, si j'avais été bien, avant tout ça, dans le sens général et long terme du mot. Et je lui répondis honnêtement, ce qui était en soi quelque chose de nouveau entre nous, et à un moment elle devint très silencieuse et dit « Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je ne savais pas que tu avais l'impression de devoir mériter d'être incluse. » « Je sais que tu ne savais pas, dis-je. Et je le pensais sans amertume. C'est un peu tout le problème. Elle ne s'excusa pas ce soir-là. Je n'en avais pas besoin. Ce qu'elle fit valait davantage. Elle resta en ligne, et elle l'entendit vraiment. Et quand on raccrocha enfin, quelque part autour de 23 heures un mardi soir, je restai dans mon appartement dans le silence particulier qui suit une conversation honnête, et je ressentis quelque chose que je ne sus pas nommer immédiatement. Pas exactement du soulagement, quelque chose qui ressemblait davantage à la sensation d'une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce restée fermée très longtemps. Ma mère appela 3 jours plus tard. Je ne décrochai pas.
Je laissai sonner et restai dans ma cuisine pendant que le téléphone sonnait, regardant par la fenêtre le parking en bas et le rectangle de ciel de janvier couleur ardoise au-dessus de la ligne de toit de l'immeuble d'en face. Quand la notification de messagerie apparut, j'écoutai le message debout là, téléphone levé, et j'entendis la voix de ma mère faire quelque chose qu'elle ne faisait presque jamais. Elle hésita. Pas un effondrement. Geneviève Aumont n'était pas une femme qui s'effondrait dans des messageries vocales. Mais il y avait quelque chose dans les bords de ces mots que je n'avais pas entendu avant. Une hésitation, une façon de chercher, une qualité qui ressemblait à quelqu'un qui arrive au bord d'une chose vers laquelle il avançait sans le savoir. Delphine, je ne sais pas exactement ce que Céline t'a dit qu'elle avait entendu, et je ne suis pas sûre de comprendre ce qui se passe, mais je voudrais que tu me rappelles. Une pause. Assez longue pour que je croie un instant que le message s'était coupé. Tu me manques, ma chérie. Je l'écoutai 2 fois. Puis, j'allais faire du café et laisser passer 3 jours de plus. Je la rappelai un vendredi soir, à une heure que j'avais choisie, quand j'étais prête. Pas quand elle avait besoin que je le fasse. Pas pour gérer son inconfort, quand j'étais prête. La conversation qui suivit fut la plus difficile que j'ai jamais eue avec ma mère, non pas parce qu'elle était violente, elle ne l'était pas, mais parce que je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 31 ans d'être sa fille. Je dis la chose vraie. Sans l'adoucir d'abord, sans la faire passer par le filtre que j'avais toujours utilisé, celui qui traduisait « ça m'a fait mal » en quelque chose de plus acceptable, quelque chose qu'elle pouvait recevoir sans avoir à changer. Maman, je veux te poser une question, et j'ai besoin que tu y répondes vraiment, pas la réponse pratique, la vraie. J'étais assise à ma table de cuisine, les 2 mains à plat sur la surface. Quand tu m'as appelée avant Noël pour me dire de ne pas rentrer, est-ce qu'il t'a traversé l'esprit, avant de le dire, l'effet que ça pourrait faire de l'entendre? Un long silence. Je pensais que tu comprendrais, ma chérie. Tu comprends toujours. Je sais que je comprends toujours, dis-je. C'est exactement ce dont je te parle. Je veux m'arrêter là une seconde, parce que ce moment, ma mère au bout du fil, le silence qui s'étire entre nous, 31 ans de son hypothèse que j'allais bien, face à 31 ans de ma décision qu'il était plus simple d'aller bien que de me battre, c'est le moment qui m'a coûté le plus. Pas l'appel de Noël, pas le loto, pas l'argent, pas rien d'autre. Ce vendredi soir tranquille où j'ai demandé à ma mère de regarder quelque chose qu'on ne lui avait jamais demandé de regarder, et où j'ai attendu pour voir si elle le ferait. Si cette histoire vous touche quelque chose de précis, si vous avez déjà aimé quelqu'un qui vous aimait en retour mais insuffisamment, et passé des années à trouver des raisons d'appeler ça suffisant, appuyez sur le bouton like maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que ma mère dit ensuite changea quelque chose entre nous de façon permanente, et je ne veux pas que vous le manquiez. Elle fut silencieuse si longtemps que je crus qu'elle avait posé le téléphone. Et puis elle dit « Je ne crois pas que j'ai été juste avec toi. » Lentement, de la façon dont on dit une chose qu'on a refusé de regarder directement et qu'on se force enfin à regarder, et qu'on lit à voix haute parce que c'est la seule façon de s'assurer que c'est réel. Je ne crois pas que j'ai été... Je ne suis pas sûre d'avoir été la mère pour toi que je croyais être. Mes yeux se réchauffèrent. Je serrai les lèvres et les laissai se rafraîchir. Non, dis-je doucement, tu ne l'as pas été. On parla encore 1 heure. De l'argent, je confirmai que c'était réel, lui dis que ça était en cours de gestion, lui dis que j'avais eu besoin de prendre des décisions pour moi d'abord, avant d'en parler à quiconque. Elle ne demanda pas combien, je le remarquai. C'était la première chose vraiment gracieuse dont je me souvenais d'elle depuis longtemps, et je la tins soigneusement parce que je ne voulais pas la balayer, même si elle était petite, même si elle arrivait tard. Elle me demanda pourquoi je ne lui avais rien dit, et je répondis, aussi honnêtement que je le savais, parce que j'avais besoin de savoir ce que ça faisait d'avoir quelque chose de bien qui m'arrive, et de le laisser être à moi un moment, sans regarder autour de moi pour voir ce que tout le monde en avait besoin. Elle fut silencieuse encore,
Et puis, très doucement, je crois que je comprends ça. Peut-être qu'elle comprenait vraiment. Peut-être pas complètement, pas encore. Mais le fait qu'elle le dise au lieu de se défendre était quelque chose. J'avais assez vécu et j'étais assez honnête avec moi-même pour savoir qu'un seul appel téléphonique ne défait pas 31 ans d'une habitude. Mais j'étais aussi, et ça me surprit, assez adulte pour le laisser être un début sans avoir besoin que ce soit tout. Les semaines qui suivirent eurent une qualité différente de celle d'avant, plus légère par certains endroits, plus compliquée par d'autres. Amara m'accompagna voir l'appartement un samedi de fin janvier, un appartement dans le bas du 11e arrondissement, côté Bastille, dans une rue pavée avec des platanes dont les racines commençaient à soulever les dalles, et des façades en pierre de taille, qui avaient cette façon parisienne de sembler avoir toujours été là, et d'avoir l'intention de l'être encore longtemps. J'avais signé le compromis seul, avec Maître Ferraud et mon agent immobilier, et personne de ma famille dans la pièce, et ça avait été la chose la plus adulte que j'ai jamais faite. Pas à cause de l'argent, mais à cause de l'absence totale de quelqu'un que j'aurais cherché à satisfaire avec la décision. Amara se tenait sur le palier du 3e étage avec sa fille Lila sur la hanche. La petite immédiatement fascinée par un pigeon sur le rebord de la fenêtre du couloir, qui n'avait aucune intention de se laisser approcher. Et Amara regardait la rue, et les platanes, et la lumière de l'après-midi d'hiver qui passait entre les branches, et elle dit « C'est exactement ça. » « Je crois aussi, dis-je, et je le pensais de la façon dont on pense les choses quand on a arrêté de jouer à penser et qu'on se contente de le ressentir. Il y eut un matin, environ 2 semaines après que j'eus emménagé, où j'étais assise sur le rebord de la grande fenêtre du salon avec mon café. La cafetière à piston fissuré avait fait le déménagement avec moi, et mon téléphone vibra avec un message de Céline. C'était une photographie. Le petit atelier de mon père Bernard au fond du jardin de la maison de Montferrand, que ma mère avait finalement commencé à vider, et dans la photographie, sur l'étagère au-dessus de son établi, se trouvait mon diplôme du concours de rédaction de l'école primaire. Ma mère l'avait gardé, pas dans un tiroir où je croyais qu'il était allé. Sur l'étagère dans l'atelier de mon père, là où Bernard l'avait mis, où il était resté pendant 20 ans. Je restais longtemps avec cette photographie. Je pensais à mon père, Bernard le silencieux, Bernard l'épuisé, qui travaillait ses postes de 12 heures et avait dit « c'est bien », sans toucher le diplôme, et je le reconsidérais. Je reconsidérais le fait de ne pas l'avoir touché. Peut-être qu'il l'avait touché plus tard, quand je n'étais pas là. Peut-être qu'il l'avait porté jusqu'à son atelier et l'avait posé à un endroit où il pouvait le voir, dans le lieu où il passait les heures qui étaient siennes. Peut-être que son amour était réel et entier, et simplement très, très silencieux. Le genre de silence que je connaissais. Mes yeux firent leur chose. Je les laissai faire. Je posai mon café, et je tins mon téléphone à 2 mains, et je regardais cette photographie d'un diplôme en plastique sur l'étagère d'un homme mort, et je sentis quelque chose s'ouvrir en moi. Pas douloureusement, comme les choses s'ouvraient avant, mais comme une fenêtre s'ouvre. Comme une pièce fermée trop longtemps qui reçoit enfin de l'air. Il m'avait vu. Il m'avait toujours vu. Il ne savait simplement pas le dire d'une façon que je pouvais entendre. Et je crois que c'est le deuil le plus compliqué que j'ai jamais porté. Aimer quelqu'un qui vous aimait vraiment, et silencieusement, et dans toutes les mauvaises directions, et ne le comprendre que quand il n'y a plus personne à qui le dire. Le diplôme resta sur l'étagère de l'atelier de mon père encore 3 semaines, pendant que ma mère finissait de vider le reste de l'espace. Je le sais parce que Céline m'envoyait des nouvelles, des petites choses, des photographies surtout, une note vocale de temps en temps, d'une façon qu'elle n'avait jamais faite avant. Pas de la proximité jouée, juste du contact. Un contact réel, imparfait, légèrement incertain, venant d'une femme qui apprenait, à 27 ans, que sa sœur aînée était une personne qu'elle n'avait pas vraiment connue. Je ne le précipitais pas. Je ne jouais pas la gratitude non plus. Je le reçus simplement, de la façon dont on reçoit quelque chose qu'on a voulu longtemps, avec soin, sans en faire tout un plat, parce qu'en faire tout un plat risquerait de l'effaroucher. Ma mère appela 2 fois cette semaine-là.
Je décrochais les 2 fois. Les conversations étaient prudentes et courtes, et pas encore naturelles, de la façon dont les conversations sont quand 2 personnes apprennent ensemble une nouvelle langue et s'arrêtent toutes les 2 pour vérifier si elles ont été comprises. Ce n'était pas la relation que j'aurais choisie si j'avais pu la concevoir à partir de zéro. Mais elle était réelle, ce qui était plus que ce qu'on avait réussi depuis longtemps, et j'apprenais à laisser réel être suffisant quand suffisant était ce qui était disponible. La chose que je n'avais pas anticipée, celle que personne ne vous dit quand vous prenez une décision honnête, c'est le nombre de choses qui bougent dans son sillage sans que vous fassiez quoi que ce soit pour les déplacer. Maître Ferraud m'appela début février avec une question sur l'une des structures patrimoniales, et en cours de conversation il mentionna, de sa façon tranquille et sans détour, que l'histoire avait circulé un peu plus largement que nous ne l'avions anticipé. Pas par la faute de son étude. Les villes moyennes ont des mémoires longues et des distances plus courtes entre les gens que personne ne calcule jamais vraiment. Clermont-Ferrand n'était pas une grande ville, et les études notariales clermontoises n'étaient pas de grandes institutions, et Stéphanie Renard n'était pas une femme discrète. Dans le mois qui suivit l'appel de Céline, la plupart des gens que ma mère connaissait à Clermont-Ferrand savaient que Delphine Aumont avait gagné au loto et n'en avait rien dit à personne. Je l'appris non pas de ma mère, mais d'une femme qui s'appelait Françoise Médard, qui était l'amie la plus proche de ma mère depuis 20 ans, et qui m'appela un dimanche après-midi sur le numéro qu'elle avait apparemment gardé dans son téléphone depuis que j'étais au lycée, et qui dit, sans beaucoup de préambule, « Je voulais juste que tu saches que ce que ta mère a fait à Noël n'était pas bien. Je le lui ai dit. Et je crois que tu dois savoir que tout le monde ici ne pense pas que c'est toi le problème. » Je m'assis sur les marches de mon couloir. « Merci, Françoise, dis-je. Ton père aurait été fier de toi, dit-elle, de la façon dont tu t'es conduite. » Je ne fis pas assez confiance à ma voix pour dire autre chose, alors je dis juste « merci encore » et on se dit au revoir. Je restai sur les marches du couloir un moment après. Le platane en face de ma fenêtre avait cette qualité particulière de fin d'hiver, où il semble décider s'il va se donner la peine du printemps. Toute branche nue et potentielle, pas encore engagée dans un sens ni dans l'autre. Je pensais à ce que Françoise avait dit. Pas la partie sur le loto, la dernière partie. Ton père aurait été fier de toi. Je pensais au diplôme sur l'étagère. Je pensais à un homme qui travaillait des postes de 12 heures et rentrait silencieux et épuisé et disait « c'est bien », sans toucher le diplôme, et qu'il avait ensuite porté jusqu'à son atelier et posé là où il pouvait le voir chaque jour pendant 20 ans. Je ne me sentis pas victorieuse de ce qui se passait. Je veux être honnête là-dessus. Le fait que ça se sache, que le récit se déplace, que ma mère se retrouve dans des conversations qu'elle n'avait probablement jamais imaginé avoir, rien de tout ça ne ressemblait à une victoire. Ça ressemblait à la conséquence naturelle d'une structure instable depuis 31 ans qui prenait enfin sa vraie forme. Je ne l'avais pas causé. J'avais simplement arrêté de le tenir à bout de bras. Céline appela un mercredi soir de mars, après que les enfants de sa classe étaient rentrés chez eux et qu'elle était encore assise dans sa salle de classe à Jules Ferry, et on parla pendant 2 heures. C'était la conversation la plus longue et sans interruption que nous ayons jamais eue de toute notre vie, ce qui est une chose étrange à savoir sur sa propre sœur, mais c'est ainsi. Elle dit beaucoup de choses ce soir-là, qui lui coûtèrent visiblement un effort réel à dire, mais celle à laquelle je revenais sans cesse était celle-ci. Je crois que j'ai laissé maman m'aimer d'une façon qui te coûtait à toi, et je n'ai jamais eu à payer la facture. Je ne la contredis pas. Je ne l'en consolais pas non plus. De la façon dont je l'aurais fait avant, de la façon dont j'aurais couru la rassurer en disant « Oh non, c'est pas ta faute, tu ne savais pas », la rendant à l'aise au détriment de la vérité. Je dis juste « Ouais », et je le pensais sans amertume, et on resta encore un peu au téléphone, et c'était suffisant. C'est ça que la réconciliation sélective ressemble vraiment, je crois. Pas une cérémonie. Pas un face-à-face dramatique avec des larmes orchestrées et une musique résolue en fond sonore. Juste 2 personnes au téléphone un mercredi soir, l'une à Paris et l'autre à Clermont-Ferrand,
qui essaie de se dire la vérité pour la première fois, et qui découvre que la vérité, si inconfortable soit-elle, n'est pas aussi catastrophique qu'elles le craignaient toutes les deux en silence. Mathieu, pour ce que ça vaut, s'avéra être quelqu'un de bien. Il m'envoya un message via le téléphone de Céline en février qui disait simplement « Je ne connaissais pas toute la situation quand tout ça s'est passé. Je suis désolée que ma venue ait été une des raisons pour lesquelles tu n'étais pas là. » C'était 7 mots de trop, et à peu près 20 ans de moins que le compte complet. Mais c'était sincère, et je dis à Céline de lui dire que je l'appréciais. Avec ma mère, les choses avancèrent plus lentement, comme elles l'auraient dû. Il n'y a pas de raccourci à travers 31 ans d'une habitude, et je n'avais aucun intérêt à jouer un raccourci pour le confort de qui que ce soit. Ce qui m'intéressait, c'était quelque chose de réel, même si réel était plus petit et plus fragile que la relation que j'aurais peut-être souhaitée. En mars, je lui écrivis une lettre, pas une longue. Je suis quelqu'un de précis par nature, et j'avais appris, au fil des années, que les choses les plus vraies tendent à être les plus courtes. Je l'écrivis à la main à ma table de cuisine un dimanche matin, 2 brouillons avant la version définitive, et je la lus à Amara au téléphone avant de l'envoyer. Pas pour avoir son approbation, mais parce qu'elle était celle qui avait compté, et je voulais qu'elle l'entende. La lettre disait ceci. Maman, je n'écris pas pour régler des comptes. Je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est une vie que je me suis construite, et dont je suis fière d'une façon que je ne me suis jamais permis d'être fière de quoi que ce soit avant. Pas parce que j'en avais honte, mais parce que j'avais appris jeune que d'être fière de quelque chose, c'était risquer de le voir ignoré. Je ne veux plus vivre comme ça. Je te veux dans ma vie. Je veux qu'on trouve ce que ça ressemble quand je ne me rétrécis plus pour tenir dans l'espace que tu as décidé que j'occupais. Je crois qu'on peut faire ça. Je crois qu'il faut qu'on le décide, et je crois que cette décision nous appartient à toutes les deux à égalité. C'est nouveau, pour nous. Je sais que c'est nouveau. Je suis prête à essayer si tu l'es aussi. Amara fut silencieuse un moment après que j'eus terminé de lire. Puis elle dit « C'est exactement ça. » La même chose qu'elle avait dite sur le palier. Ma mère appela 2 jours après avoir reçu la lettre. Elle n'y fit pas référence directement. Ce n'est pas comme ça que Geneviève Aumont communique. Mais l'appel avait une qualité différente de tout appel que nous avions partagé depuis aussi loin que je m'en souvienne. Elle me posa des questions sur l'appartement, sur le quartier. Elle demanda si les platanes perdaient beaucoup de feuilles en automne, parce qu'elle se souvenait que je n'avais jamais aimé ramasser les feuilles. Et je ris, un vrai rire, surpris hors de moi, parce que j'avais oublié qu'elle se souvenait de ça. Qu'elle se souvenait de petites choses sur moi. Que derrière l'habitude, derrière la gestion et le favoritisme, et les 31 ans de supposition que j'allais bien, il y avait une femme qui savait que sa fille aînée n'avait jamais aimé ramasser les feuilles. Ce n'était pas tout. C'était quelque chose. J'apprends à laisser quelque chose être quelque chose, sans avoir besoin que ce soit tout. C'est fin avril maintenant. Le platane devant ma fenêtre s'est décidé pour le printemps, plein et vert, les racines qui soulèvent les dalles du trottoir d'une façon qui finira par nécessiter une intervention et dont je ne peux pas encore me préoccuper, parce que pour l'instant, ça ressemble à quelque chose qui pousse depuis longtemps et qui a simplement décidé de se montrer. Je suis assise sur le rebord de ma grande fenêtre, avec la cafetière à piston fissuré et mon café, et le quartier fait sa chose de samedi matin autour de moi. L'homme avec le chien énorme, un enfant à vélo les mains dans les poches, quelqu'un 3 immeubles plus loin qui joue une musique que je n'arrive pas tout à fait à identifier, mais qui me plaît quand même. J'ai 31 ans. Je m'appelle Delphine Aumont. Et ces 2 phrases atterrissent différemment maintenant qu'au début de cette histoire. Pas parce que quoi que ce soit en elle a changé, mais parce que je me tiens dedans différemment. Je ne joue pas à aller bien, je ne me rétrécis pas pour tenir dans l'espace que quelqu'un d'autre a décidé que j'occupais. Je suis assise sur un rebord de fenêtre que j'ai choisi, dans un appartement que j'ai acheté, dans une vie construite entièrement autour de ce que je voulais vraiment, et la chose que j'ai découverte, la chose que je n'aurais pas pu vous dire il y a 1 an parce que je ne le savais pas encore, c'est que la vie qu'on construit depuis sa propre autorité
ne ressemble pas du tout à la vie qu'on construit depuis l'habitude de se faire plus petite. L'habitude n'est pas facile à défaire. Il y a des matins où je me prends encore à faire les anciens calculs. Est-ce que j'ai trop dit? Est-ce que j'ai trop demandé? Est-ce que je suis trop? Et je dois délibérément les poser. Ça demande un effort conscient, et je crois que ça en demandera encore longtemps. Mais je le fais, à chaque fois. Le diplôme de mon concours de rédaction est maintenant sur le bord de la fenêtre de mon salon. Ma mère l'a envoyé avec Céline la dernière fois que Céline est passée par Paris, enveloppé dans un torchon de cuisine, avec un petit mot glissé dessous qui disait seulement « Il l'a gardé parce qu'il était fier ». J'aurais dû le dire plus tôt. Je garde le mot dans le tiroir de ma table de nuit. Certains soirs, je le sors et je le lis. Non pas parce que j'ai besoin de me rappeler quoi que ce soit, mais parce qu'il est réel, petit et imparfait et réel. Et j'apprends à tenir les choses réelles avec douceur plutôt qu'à bout de bras. Avant de vous laisser partir, je veux vous poser une question. Parce que j'y pense depuis que j'ai commencé à raconter cette histoire, et je crois que c'est peut-être la question qui est en dessous de tout. En dessous du loto, de l'appel de Noël, de la mère qui a finalement regardé quelque chose qu'elle refusait de voir, du père qui a posé un diplôme en plastique sur une étagère où il pouvait le voir chaque jour. Est-ce que quelqu'un vous a jamais vu, vraiment vu, de cette façon petite et privée qui ne s'annonce pas, et vous ne l'avez compris que trop tard pour le lui dire? Ou peut-être pas trop tard, peut-être juste pas encore. Laissez-le en commentaire. Je les lis vraiment tous, et je veux dire par là que je les lis lentement, comme des lettres. Et si cette histoire est restée avec vous comme je l'espère, si quelque chose en elle a ressemblé à l'ouverture d'une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vie qu'on se construit pour soi-même, sur ses propres termes, depuis sa propre autorité, cette vie-là n'est pas un lot de consolation, c'est tout le sujet. À bientôt!